C'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Massa, de nous avoir rejoints, sachant que je sais que tu as beaucoup voyagé ces derniers temps en plus. Du coup, c'était pas forcément évident en termes de timing. Oui, 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 j'avais des inquiétudes parce qu'il y avait beaucoup de pluie ici à Kisumu, à Nairobi, à Abuja, à Mhm. Kenya. Donc, du coup, j'ai vite filé pour venir m'installer. Merci, c'est gentil. Merci. Ben, je te propose de faire la petite présentation. Je parle un peu de toi et ensuite on enchaînera sur les questions si ça te va. Ok, ok, ça va. Bah du coup, comme je disais, bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau Thursday's Campaigning et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre live Instagram. Et aujourd'hui, comme je disais, nous accueillons Massa Kone, qui est un activiste qui nous vient du Mali. Alors qu'on a... Oui, pardon, on peut avoir peut-être quelques soucis de connexion, parce que j'ai l'impression qu'on t'a perdu une microseconde, mais ça devrait être bon. Du coup, Massa Kone est le porte-parole de plusieurs Oui. mouvements de défense des droits des paysans et des paysannes contre les apparelements de terre au Mali et en Afrique de l'Ouest plus généralement. Donc Massa est le porte-parole de la convergence malienne contre les accaparements de terre, de la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest, mais également du mouvement Novox Afrique. Donc il est également le secrétaire général de l'Union des associations et de la coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis. Et ceci, c'est une fédération de plus de 400 organisations paysannes et de mouvements citoyens au Mali. Donc encore une fois, merci beaucoup à toi Massa de nous avoir rejoints aujourd'hui, malgré les conditions tant de voyage que météorologiques. Merci, merci. Alors du coup, ma première question, ce serait te demander en fait si tu pourrais juste nous parler d'abord de ton parcours qui t'a finalement mené à la création de la convergence malienne contre les accaparements de terre. Bon, d'abord, j'étais étudiant, je faisais du maraîchage, je travaillais avec, parce que, bon, étant jeune, on a appris ça dans nos familles. Donc, je continuais les mêmes activités quand je suis arrivé en ville pour mes études, parce que j'étais à l'époque à l'ESICA, où je faisais les études sur le machinisme diesel. Donc, je faisais le maraîchage pour pouvoir quand même subvenir à mes besoins scolaires en ville. Et suite maintenant au comportement des élus communaux, donc qui ont accaparé toutes ces zones de maraîchage. Donc, ça m'a donné une déclic maintenant, vraiment de me battre contre ce qu'on oppose des zones légaux, mais qui sont Alors, je crois qu'on vient de perdre Massa, la connexion est un peu instable. euh, Je crois qu'on t'a oui, perdu pour oui, la donc dernière phrase, parce que la ça connexion revient, est je un ne peu sais pas si c'est instable. la connexion de mon côté ou C'est un peu instable en effet. Du coup, je veux bien que ah, tu reviennes peut-être sur ta dernière phrase. je peux me déplacer pour voir si c'est la connexion de je vais me déplacer pour voir si c'est la connexion de mon côté. C'est gentil, merci. Je me mets aussi en partage de données. Pas grand-chose qu'on puisse faire. Sinon, espérer que ça passe un peu mieux. Bon, peut-être ça doit aller ici. Pour le moment, je te vois, donc c'est mieux. Pardon. Oui, Dans ces oui. coupures, tu nous disais que du coup, tu faisais du maraîchage pour subvenir à tes besoins quand tu étais étudiant. Et tu as mentionné du coup le fait que la terre a été prise par des élus communaux ou par une entreprise, c'est ça? Oui, oui. Donc ça a été un déclic quand même pour ça parce que et puis les deuxièmes parties qui étaient on faisait là où on vendait, on écoulait nos produits dans le marché avec les mêmes mamans, les mêmes femmes parce qu'en Afrique tous les marchés hebdomadaires sont créés par nos mamans. Donc, on a vu aussi, en deuxième position aussi, ces marchés aussi qui ont été pris et mis entre les mains des entreprises pour faire notre projet de commercialisation. Donc, vous voyez, donc maintenant, étant victime d'abord
de mon petite activité de survie, et de l'autre côté, là où j'ai fait et nous écoulons nos petits produits pour pouvoir avoir de l'argent, là aussi, ça a été une deuxième fois, on a été attaqué de ce côté. Donc, ça a été un déclic pour moi, vraiment, de me trouver à mobiliser les gens, à me trouver avec les autres victimes, vraiment à nous organiser et dire que bon, puisque seul on ne pourrait pas nous battre contre ce comportement de la ville, du périurbain, donc il fallait se mettre ensemble. Et quand on s'est mis ensemble, donc c'est comme ça qu'on a répondu à d'autres appels d'autres organisations qui étaient aussi victimes de la démolition de leur quartier, d'autres qui étaient victimes aussi de l'accaparement de tous leurs villages et autres par les agences immobilières, par les multinationales pour de monoculture, dont on s'est tous mis ensemble. Donc d'où est venue d'abord la création d'abord de l'organisation de base qui est l'Union, dont je suis le secrétaire général aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis le secrétaire général, j'étais un adhérent avec des années. Et donc c'est à partir maintenant de l'Union on a vu ce phénomène vraiment d'accaparement des terres grandes qui devient grandissant, qui devient même dangereux même pour les communautés. Parce que nous avons vu, vous devrez comprendre que nous sommes dans une zone où vraiment la terre est très très riche. On a vraiment des immenses richesses du sous-sol. Donc l'exploitation de ces minerais a attiré beaucoup de multinationales. Et donc, l'attraction des multinationales sur nos terres, et même d'autres pour des cultures d'Arabes, pour l'agriculture, Donc maintenant, parce que, bien vrai qu'on a des richesses en sous-sol, mais on a aussi une terre arabe qui est irriguée par un grand barrage, qui est l'Office du Niger, qui a été construit en 1932 par le colon pour faire l'agriculture du coton, mais aujourd'hui qui sert à faire l'agriculture du riz. Donc maintenant, c'est là aussi, nos politiques ont lancé un appel aussi aux investisseurs de venir dans ces zones. Nous, Maliens, même, on n'a même pas eu, tous les Maliens n'ont même pas eu, cultivateurs maliens n'ont même pas eu de champs dans l'Office du Niger, mais ils ont fait appel maintenant à l'extérieur pour des investisseurs. Donc c'est là aussi à créer beaucoup de victimes dans les zones de Sanamandougou, dans les zones de Nsoukala, dans les zones de Sansandeng, donc dans les zones de Bewani, dans le Mali, Libya. Donc les gens se sont mis ensemble et c'est à partir de là maintenant qu'on a eu ce déclic de lancer l'appel maintenant, de se mettre tous ensemble avec les syndicats paysans au Mali, avec le groupe des gens des organisations de droits humains, et puis avec des groupes, avec des ONG de plaidoyer, donc pour composer la convergence malienne contre les accaparements des terres. Mais entre-temps, moi étant victime maintenant de chaque fois des manifestations, je suis arrêté. Donc j'ai été plusieurs fois arrêté, plusieurs fois emprisonné pour ce combat, pour cette lutte contre le bien commun, qui est notre terre, qui sont nos terres de droit, nos terres légitimes. Donc j'étais contraint maintenant, après mes études de Masnim Diesel, retourner encore sur les bancs parce qu'on avait beaucoup de victimes, beaucoup de victimes. Hein. On était victimes par centaines. Donc je suis retourné sur les bancs pour aller faire du droit. Donc 5 ans d'études encore, 5 ans d'études avec des cotisations à gauche, à droite, et même la Confédération paysanne a cotisé. La France a contribué pour ces études. Donc, parce qu'on avait beaucoup de dossiers qu'on suivait à la justice. Et ces dossiers, chaque fois qu'on se retrouve à la DICIT, il faut avoir un minimum de maîtrise des droits. Et nous, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas. Bon, et l'avocat, pour payer l'avocat, c'était très cher. Et nous sommes des communautés qui travaillaient pour survivre. Donc, aller prendre un avocat, c'était très difficile. À l'époque, il y avait un avocat de Maître Até Diarra, qui est de LGDH, qui est même membre, même membre de la Convention malienne contre les accaparements des terres. Seul ne pouvait pas faire parce qu'il doit faire tourner son cabinet aussi. Et nous, on n'a pas d'argent. Sa vie ne peut pas se résumer à nous. Donc, c'est ce qui m'a poussé vraiment à prendre encore du courage pour aller faire des études de droit, pour pouvoir prendre en main maintenant ces dossiers et mener ces dossiers à bien. Donc maintenant, ça a été maintenant la première partie des luttes qu'on a pu, bien vrai qu'on s'est organisé sur le plan national, mais on était obligé de rêver pour aller maintenant sur le plan régional pour la convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais juste aussi nous parler de l'impact des communautés? Parce que du coup, tu nous parles d'Aca-Mortaire, donc je comprends que les populations n'ont plus leurs ressources et tout, mais dans une discussion, tu me parlais aussi de la pollution des eaux. Donc concrètement, est-ce que c'est lié à l'activité des multinationales? Oui, donc notre constat amer a été quand, vous savez, la politique que l'État dise que toute la terre appartient à l'État, cette politique, l'État en Afrique, c'est une émanation du post-colonial. Parce que le colonisateur, quand il est amené, il est venu avec l'événement des titres fonciers pour pouvoir avoir la main mise sur les ressources naturelles. Parce qu'ils sont venus nous coloniser pour la richesse. Et nos États, à l'indépendance, au lieu de retourner ces terres aux communautés et dire que l'État, c'est nous tous, non, et ils sont restés avec les mêmes législations foncières du colonisateur et dire que la terre appartient à l'État. Mais l'objectif, l'enjeu qui est derrière tout, c'est la domanialité. C'est d'avoir la main mise sur l'immense richesse de nos sous-sols. Donc, et maintenant, vu que l'État s'est dit que nous sommes les seuls propriétaires des terres et qu'on peut contractualiser avec toutes les multinationales, toutes les entreprises pour venir pour l'extraction minière et pour la culture des terres arabes, donc l'État, les permis d'exploitation que l'État fait avec ces multinationales, bien vrai que ces multinationales accaparent nos terres, les bails amphithéotiques qui font aussi avec les entreprises, les opérateurs, les multinationales qui viennent faire de monoculture, bien vrai qu'ils accaparent nos terres, mais ils polluent l'eau. Parce que, et je prends l'exemple des multinationales, qui est très clair que toute personne qui est victime des pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, qui est dans ces zones d'extraction, quand ils font l'extraction du minerai, ils les traitent avec de la cyanure ou de l'acide sulfurique. Mais ils pompent d'abord l'eau pour les traiter et l'eau polluée maintenant est injectée directement dans les lits des marigots et dans les lits des fleuves. Et maintenant, ils vont le mettre dans des puits, donc, et ces mêmes eaux polluées va rejoindre la nappe phréatique. Donc, et ça c'est la pollution. Le deux, ça c'est maintenant la rareté même de l'espace halieutique qui est dans l'eau, les poissons et tout. Donc, il devient de plus en plus rare. Et on a toute une communauté qui vit de ça, parce que nous sommes dans une zone agro-silvopastorale. Soit les gens, on a toute une tribu qui vit de la pêche, mais qui se trouve sans pêche. Les poissons qu'ils trouvent même souvent déformés, soit même qui sont contaminés. Ça, c'est un. Et puis, de deux, le deuxième danger qui nous guette, vous savez que nous sommes dans une zone sahélienne, dans toute l'Afrique. Il faut toujours mettre dans 60% vie de l'eau de puits. L'eau des puits. Et les puits, souvent à 5 mètres, à 10 mètres, à 15 mètres, on a l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Là où l'eau des puits, l'eau des rivières devient rare parce qu'on a une saison pluvieuse et une saison sèche, maintenant les multinationales, ils pompent dans la nappe phréatique. Donc maintenant, celui qui a son puits à 5 mètres, à 10 mètres et qui vit de ce dos de puits, et il creuse jusqu'à 200 mètres de profondeur. Ouais. Donc tous les puits, donc à 50 mètres, à 100 mètres tarissent. Non, pas à 1 km, 2 km tarissent souvent. Les gens n'ont pas d'eau. Ouais. Donc, ce danger aussi qui était là, ce danger qui était intrinsèquement lié à l'accaparement des terres, donc nous a donné un déclic de dire qu'il faut se mettre ensemble. Et c'est suite au forum social africain à Dakar en 2014 ouais. que nous avons créé, nous sommes parlés entre nous Africains, entre organisations paysannes, entre mouvements, à se mettre ensemble pour créer maintenant ce consortium maintenant de la convergence globale de lutte pour la terre, l'eau et les semences paysannes. Mais pourquoi les semences paysannes? Parce que c'est très important qu'on mette l'accent là-dessus. Et nous avons vu que je suis paysan, bien vrai que je suis juriste, mais je suis paysan de profession. Jusqu'à preuve de contraire, je cultive mes terres. Chez nous, c'est la terre familiale, c'est le bien commun. Donc maintenant, que je sois présent ou pas, la terre est cultivée. Donc, parce qu'on le cultive, parce que nos familles sont ensemble et la terre, chez nous, c'est nos champs. Je vais un peu développer ça après. Mais c'est pour dire que mes semences, moi, j'ai les mêmes semences que mes parents, que mes arrière-parents. Je suis libre de produire mes semences, comme beaucoup d'autres. Mais on a vu le danger qui arrive avec les semences hybrides. Et maintenant, on a vu aussi d'autres aussi, des bandits intellectuels, hein, qui sont très, très intellectuels,
qui ont les techniques et tout, viennent tripatouiller la gêne de nos propres semences et maintenant ils mettent leur brevet là-dessus. On a vu que c'est un danger parce que l'Europe, ce danger a tellement envahi l'Europe qu'on ne peut plus utiliser les semences paysannes. Et nous, jusqu'à preuve de contraire, 60% de nos semences sont des semences paysannes qu'on peut produire nous-mêmes. Et on a vu que le danger arrive, ils peuvent un jour nous dire que non, vous ne pouvez plus produire vos semences parce que ça ne vous appartient plus. Et là, on est encore plus asphyxié. Donc, avec tous ces herbicides, tous ces produits chimiques qui nous bombardent, ils vont nous priver aussi de nos semences. Donc, et raison pour laquelle ces trois matières qui sont la terre, l'eau et les semences paysannes, vraiment, nous nous sommes dit qu'il faut travailler maintenant pour sauvegarder ces trois matières-là. Donc, c'est ce qui nous a poussé à aller maintenant à la mise en place de la Convergence globale de lutte pour la terre, l'eau et les semences paysannes. C'est dans 16 pays de l'Afrique, dont 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, plus la Mauritanie. Et c'est les mouvements de lutte de base qui sont actifs là-dessus. D'accord. Bah, je rebondis tout à fait sur ce que tu dis parce que c'était ma prochaine question. Donc, tu parlais vraiment de la création de cette convergence ouest-africaine des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes. Tu parlais de 16 organisations ouest-africaines qui ont été formées du coup en 2014 durant le Forum social africain qui était à Dakar. Et du coup, je voulais savoir si tu pourrais nous en parler plus sur les objectifs de cette convergence parce que bon, on comprend mieux pourquoi du coup, suite à ce que tu as dit, elle s'attache à lutter pour l'eau, la terre et les semences paysannes. Mais je voulais savoir si tu pourrais nous en dire plus sur les objectifs en général et notamment sur les activités. Et bien sûr, il y a une activité un peu emblématique maintenant qui est la caravane ouest-africaine que vous faites du coup tous les 2 ans dans 5 pays de la région. Oui, vous savez, comme je l'ai dit, c'est devenu une urgence vraiment de sauver les trois matières parce que nous vivons de ces trois matières-là. Nous sommes dans une zone agro-silvopastorale qui est 70% des communautés africaines vivent jusqu'à preuve de contraire dans le rural et ont leurs activités liées à la terre et contribuent à plus de 16% du PIB du pays. Donc maintenant, nous sommes dit que donc il faut sauver le travail de ces 70% de la population, il faut sauvegarder ces terres-là, l'eau qui est notre avenir et qui est un bien naturel. Parce que chez nous, en fin de mois, personne n'est payé par le gouvernement. On ne touche rien du gouvernement. Chacun vit du tiers de son front et de son travail. Donc, quand on s'est mis ensemble, donc, il fallait maintenant mettre des objectifs. Des objectifs, c'est pour vous dire que donc, c'est 15 pays de l'Afrique de l'Est ces 15 pays, la convergence est dans 15 pays de l'Afrique de l'Est. Et dans ces 15 pays, beaucoup d'organisations sont rassemblées en plateforme de la convergence globale. Ils font des actions. Donc maintenant, il fallait se fixer des objectifs clairs, des objectifs qui peuvent toucher le domaine, qui peut toucher un domaine. Donc, chaque organisation voit son objectif quand même pris en compte. Raison pour laquelle, quand nous avons dit que nous allons travailler pour une plaidoyer. Plaidoyer auprès des autorités locales, auprès des autorités nationales et auprès des autorités sous-régionales. Ça, c'est un. De deux, nous avons dit que nous devrons travailler pour vraiment une large sensibilisation des communautés vraiment paysannes à s'organiser, à prendre conscience des enjeux qui nous arrivent aujourd'hui, qui est la rareté des terres, qui est la rareté de l'eau, et pourquoi tout ça. Et maintenant, maintenant, quand on s'est fixé ces objectifs, maintenant, il fallait faire une activité qui nous permet de véhiculer ces objectifs. Je suis en train d'un peu résumer parce que, pour ne pas aller d'objectif en objectif, oui, parce qu'on a une objectif. Voilà, donc maintenant, pour maintenant, pouvoir vraiment véhiculer nos objectifs, atteindre nos objectifs. Donc maintenant, on a mis des activités phares. Donc je prends l'un des activités phares qui est la caravane ouest africaine qu'on fait à chaque 2 ans. Et chaque 2 ans, les plateformes des 15 pays plus la Mauritanie, bon, nous on dit c'est la CEDEAO des peuples, hein. C'est la CEDEAO des peuples dont la Mauritanie fait partie, ce n'est pas une CEDEAO des chefs d'État, c'est une CEDEAO des peuples. Donc maintenant, ces différentes organisations s'organisent donc maintenant pour sillonner, pour traverser avec des activités très claires 5 pays à chaque 2 ans. Et dans chaque pays, on prend 3 grandes zones
d'activités. Ces activités sont faites au plus près des communautés qui sont soit victimes d'accaparement des terres, soit victimes d'accaparement d'eau, soit victimes d'une malversation vraiment qui affecte ces communautés. Et comment ça se passe? Donc maintenant, à chaque arrêt, de chaque pays, on fait 3 grandes activités. Et chaque activité, maintenant, on invite les autorités, le plus haute autorité qui est impliquée ou qui est aux commandes de l'administration dans la zone. Les victimes sont invitées. Donc maintenant, le débat est engagé. Pourquoi? C'est pour d'abord, parce que comme on est 15 pays, l'autorité va se montrer que je suis un bon démocrate, je suis un bon administrateur, il vient à notre écoute. Or, les victimes sont là depuis 2 ans, 3 ans, ils n'ont jamais pu rencontrer les mêmes autorités. Parce mais quand il entend que c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui arrive, or, toutes les autorités des pays reçoivent nos lettres, l'avertissement et notre arrivée pour faciliter notre passage, donc c'est un événement de taille. On est accompagné par des journalistes, par des blogueurs, par beaucoup de gens qui peuvent bien communiquer. Et maintenant, donc, on arrive sur le lieu. L'autorité, il vient, il répond par respect quand même au l'égard de ses frères africains. Il vient. Et le débat est engagé. Les victimes parlent, l'autorité parle, nous intervenons, et ça va se solder à une déclaration qui sera remise à l'autorité. Et nous demandons maintenant à l'autorité de s'engager, comment résoudre cette situation. Donc, ça, c'est une première partie. Une deuxième partie, on profite maintenant pour faire des activités thématiques dans la même zone. Si la zone est propice à l'agriculture, l'activité thématique, c'est de l'agroécologie. Donc, nous menons des activités de l'agroécologie parce que rien ne vaut avoir nos terres et continuer à tuer nos terres avec des produits chimiques. Non, il faut changer les mentalités, il faut changer les techniques d'agriculture pour la gestion durable de nos terres. Donc, maintenant, nous menons aussi des activités d'agroécologie. Si la zone est une zone de pêche, donc nous menons l'activité sur la pêche. Si c'est une zone forestière, nous menons l'activité sur maintenant le forêt, les reboisements, la prévention du forêt. Mais il y a toute une déclaration qui est remise à l'autorité. Et très souvent, les autorités s'engagent à dire qu'on va trouver une solution ou on n'avait pas compris. Ils ont une réponse quand même à nous donner, que nous, on va suivre après. Donc, on fait ça. Mais arrivé à la capitale, nous cherchons à rencontrer le plus haute autorité qui est le président de la République. On rencontre le président, et cette fois-ci, on a rencontré même 2 chefs d'État. On devrait rencontrer 3 chefs d'État, mais on est arrivé juste à l'élection d'un chef d'État en Sierra Leone. Donc, il s'est excusé parce qu'il était en pleine campagne. Et donc, il y a 2 autres chefs d'État qui nous ont rencontrés. Donc, avec ces chefs d'État, parce qu'on a un plaidoyer sous-régional en Afrique qui est l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Donc, maintenant, aujourd'hui, c'est très fort parce que ce n'est pas seulement la convergence, mais c'est l'Europa, c'est la Copagène, c'est AFSA, toutes les grosses organisations. Ensemble, on a demandé qu'on se trouve tous autour d'un document de plaidoyer pour l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Et pour ça aussi, le maillon le plus fort, c'est les chefs coutumiers. Vous allez voir que dans nos activités, à chaque rencontre, il y a le chef coutumier qui est là. Le chef religieux aussi est là. Parce que nous, on ne se contente pas de mener le combat nous-mêmes. Non, on mène le combat par des alliés qui sont un instrument de blocage même de ce que nous apportons, mais on les prend comme alliés. Donc, ils seront convaincus dans notre combat. Ils seront eux-mêmes sensibilisés et convaincus et ils vont porter la chose avec nous. Donc, c'est le cas des chefs coutumiers. On a mis même une alliance des chefs coutumiers ouest-africains, où il y a les rois, il y a les chefs traditionnels, et ils nous ont accompagnés lors de la caravane. On a créé maintenant une alliance avec les chefs religieux. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, quand on parle, c'est les droits coutumiers qui est un handicap aussi de l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Il faut le dire, c'est notre valeur culturelle, mais il faut pouvoir il faut vraiment avoir le courage de dire l'insuffisance de ce que nous sommes. Donc, cette insuffisance dans les droits coutumiers, il faut qu'on arrive à les corriger pour que les femmes ne soient pas laissées pour compte. Raison pour laquelle maintenant... Elles ont beaucoup moins accès à la terre puisqu'elles n'en héritent pas, donc, alors qu'au contraire... Elles n'en héritent pas. Voilà. Donc maintenant, c'est pour dire que, outre à la caravane, on a fait un grand forum avec les chefs coutumiers pour discuter maintenant de ce cas des femmes sur le statut social des femmes. Donc, le statut social des femmes est très important aujourd'hui en Afrique. Il faut le revoir. Nous ne sommes plus dans ce temps de guerre tribale où il faut les protéger. Non.
Elles sont aujourd'hui plus fortes que nous, plus actives que nous, plus intelligentes que nous. Donc maintenant, il faut les remettre dans leur statut actuel. Donc les accorder certaines choses, l'héritage, la terre, la parole, la décision. Donc maintenant, on a fait un grand forum là-dessus en décembre 2019 à Bamako, en mars 2019 à Bamako. Donc, et la caravane porte ça. La caravane porte ça. Donc, à chaque arrêt, il y a le chef coutumier qui est là et le chef religieux aussi est là. Donc, aujourd'hui, on a l'engagement des chefs coutumiers avec nous, l'engagement des chefs religieux avec nous. Et bientôt, nous devrons tous porter cette plaidoyer auprès des chefs d'État. Et donc, à la caravane, on a profité pour rencontrer des chefs d'État. Et il y a eu des chefs d'État qui sont engagés pour dire qu'ils sont notre porte-parole. Okay. Le chef d'État de la Guinée-Bissau, il s'est engagé très fortement avec nous. Il suit jusqu'à présent avec nous. On a rencontré le chef d'État de la Guinée qui a pris beaucoup d'engagement. On a parlé de beaucoup d'injustices qu'on a constatées en Guinée. Donc, là où on rencontre les chefs d'État, on commence d'abord par parler du problème d'abord du milieu de son propre pays et demander la résolution de ce problème. Et deuxièmement aussi, lui demander d'être notre porte-parole, de nous accompagner auprès de ses pairs pour qu'on puisse porter notre plaidoyer. Donc maintenant, c'est ce qu'on a fait. On a parcouru la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, et le Sénégal et la Sierra Leone. Ça, c'était de novembre en décembre 2021. Okay. Et donc, à chaque 2 ans, on le reprend. Mais entre les caravanes, on a des activités, on a des thématiques que nous défendons. Et puis, on a un suivi aussi des engagements des chefs d'État. Depuis la caravane de 2016, il y avait vraiment des trucs. Chaque fois, si on passe, il y a une déclaration qui est faite, il y a des recommandations qui sont sorties et les lettres sont envoyées aux différentes autorités qu'on a rencontrées pour maintenant catalyser un suivi. Donc maintenant, oui, c'est l'action qu'on mène. Bon, on mène plusieurs d'autres actions parce que chaque organisation, chaque plateforme est libre de mener ses activités. Et qui est soutenue aussi par, oui, c'est une solidarité en termes d'activité dans les pays. Les victimes, c'est pour créer une carapace de solidarité autour des victimes, que le victime malien voit qu'il est soutenu par toutes les autres organisations des autres pays, ça lui donne le poids et le courage de continuer à se battre. Donc c'est une solidarité qu'on a créée dans la région, une solidarité vraiment qui aujourd'hui donne beaucoup de courage à beaucoup de gens qui avaient perdu la foi de se battre, la foi de s'organiser, la foi maintenant même de rester et de produire sur place. Mais aujourd'hui, vraiment, ils commencent à prendre le courage. On a créé un grand réseau sur WhatsApp, sur truc. On se suit entre nous, on s'encourage entre nous et pour montrer que nous sommes les vrais acteurs qui peuvent bâtir aujourd'hui notre région. Oui, et puis je trouve que c'est aussi très intéressant quand tu parles aussi vraiment d'incorporer des chefs de communauté locale et des chefs de religieux pour se rendre vraiment compte qu'en fait tout ce processus, il se fait pas de façon externe, mais doit se faire en même temps que les communautés, que c'est elles qui doivent justement être les voix en fait de ce changement. Et nous, quand on avait parlé un peu avant, tu m'avais aussi parlé du livre vert qui rassemble les constats, les solutions. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup. Donc oui, il y en a beaucoup. Mais ce que non, le livre vert, c'est très important. Le livre ouvert, c'est très important parce qu'on a toujours dit que nous sommes une jeunesse qui ne passera pas tout son temps à revendiquer, non, mais qui est forte de propositions. Donc, dans le livre ouvert, toutes nos politiques, tous nos engagements, tous nos objectifs sont écrits dans ce livre. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons commencé par dire ce que nous ne voulons pas, ce qui ne développe pas l'Afrique, et nous avons fait des propositions de développement inclusives pour l'Afrique. Parce que pour que l'Afrique puisse se développer, il faut qu'on soit tous les maillons, les acteurs du développement, qu'on soit tous responsabilisés et engagés pour ce développement. Ce n'est pas que le gouvernement seul, avec son armée, sa police et ses milices qui peut développer. Non, ils ne peuvent pas développer. Nous sommes tous. Et là, maintenant, notre livre ouvert est comme un document de plaidoyer qu'on soumet au chef d'État partout où on passe. Parce que c'est un document vraiment qui prône un développement intégré et inclusif. Donc maintenant, c'est très important en termes de documentation pour le développement de la sous-région et pour aussi la gestion durable aussi de l'environnement, de nos sols et même la conservation de l'écosystème. Ouais.
Et je trouve que c'est ça aussi qui était intéressant, c'est que d'un côté, il y a vraiment la partie interpeller les entreprises, les gouvernements pour bah, justement protéger les droits des communautés et les ressources. Et d'un côté, je trouve que c'est aussi, et notamment avec bah, par exemple une politique foncière, mais bon, je pense qu'on va reparler à la question suivante, notamment une politique Oui, foncière oui, oui, qui oui. reconnaît la légitimité de communautés à cultiver, même si elles n'ont pas de titre foncier. Parce que tu me disais que généralement, les titres fonciers, c'est vraiment Oui, transmis de oui, génération en génération. Enfin, et c'est pas oui, un papier, un document, généralement, c'est juste que c'est transmis en fait. Donc, quand les populations n'ont pas de titre foncier, l'État l'utilise en fait pour accaparer les terres. Mais ce que j'aimais aussi, c'est le fait qu'il y a vraiment une idée aussi de travailler pour le retour des terres, donc un aspect presque réparateur pour permettre aux populations bah, de récupérer leurs terres, mais aussi vraiment avoir des formations sur l'agroécologie pour s'assurer que si elles récupèrent leurs terres, ce soit fait dans le respect des ressources naturelles. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir exactement. cette perspective en fait inclusive qui réfléchit en fait bah, justement à réparer ce qui s'est fait, mais aussi à l'avenir. Et ça m'amène un Oui, peu à oui. ma question, du coup, par rapport à toutes les activités, et encore, je pense qu'il y en a encore plus que tu as mentionné. Je voulais savoir, du coup, si tu as peut-être une victoire à partager suite justement à toutes ces activités de mobilisation. Oui, une très grande victoire. Une très grande victoire, je peux prendre, si je prends le Mali, où je suis. Vous savez, Moi aussi là-dessus. oui, c'est très important quand même de voir que tout le début de la mobilisation, où on était minoritaire, après on est majoritaire, après maintenant on a créé toute une dynamique plateforme multi-acteurs avec les gros syndicats, la CNOP, la OPP, toutes les organisations. Et maintenant le résultat aujourd'hui est concret. Donc, vous avez vu, dans toutes ces mobilisations, on nous sommes dit, on a fait une analyse, un diagnostic d'abord de notre domaine de développement. Comme nous sommes dans une zone sylvo-pastorale, nous avons regardé qu'est-ce qui nous permet, nous, de nous investir. Nous ne pouvons pas, on a constaté qu'on ne peut pas s'investir